Nous commençons et nous accueillons aujourd'hui Anne Simon, qui est directrice de recherche au CNRS et qui a publié plusieurs ouvrages sur Proust depuis sa thèse, qui portait déjà sur Proust et la philosophie, intitulée Proust et le réel retrouvé, publié en 2000, et qui a publié plus récemment un livre intitulé Trafic de Proust, Merleau-Ponty, Sartre, Deleuze, Barthes, c'est-à-dire les relations de Proust avec un certain nombre de philosophes ou théoriciens contemporains, modernes. Et à paraître, à moins qu'il soit déjà paru, je me demande, La rumeur des distances traversées, c'est paru, hein, il me semble l'avoir lu. Oui. Et je l'ai vu. Proust, une esthétique de la surimpression. Donc, 3 ouvrages importants, plutôt d'orientation philosophique. Et elle a un autre travail qui porte sur les animaux, beaucoup travaillé sur les animaux, hein, un thème de recherche qui s'est développé, hein, qu'on appelle la zoopoétique, hein, et qu'elle est l'une de celles qui l'ont lancée en France. Son titre aujourd'hui, « S'essayer à la vie, s'éprouver dans l'histoire, archives et romans selon Proust ». À vous la parole. Merci beaucoup Antoine pour cette présentation et pour cette invitation. Voilà. Alors bien des tentatives littéraires, hein, pour reprendre le terme qu'employait Luc Fraisse la semaine dernière, ont été lancées par Proust avant qu'il ne s'essaye à partir de 1908, sans encore même savoir où il allait, vers une forme indécise, comme vous venez de le dire, un quelque chose oscillant entre plusieurs tentations. Donc vous voyez le rapport entre la tentative et la tentation. Antoine Compagnon vous en a rappelé la variété et les paradoxes. Ce sont les tentations du roman, les tentations de l'essai, notamment sur la pédérastie ou sur les femmes avec un grand F, les tentations de l'étude sur la noblesse, sur les vitraux ou sur les pierres tombales, j'y reviendrai. C'est aussi la tentation du dialogue romancé avec maman qui a lieu dans un endroit très particulier, celui de la chambre, qui est toujours chez Proust une chambre chère, où vacillent les images de la lanterne diabolique plutôt que de la lanterne magique. Et on a cette phrase incroyable de Proust qui ose tout à l'heure où la psychanalyse se constitue. Maman viendrait près de mon lit, maman viendrait près de mon lit et je lui raconterais. Un article sur Sainte-Beuve, je ne sais pas ce qu'il lui raconterait, mais en tout cas, voilà. Cette chose qui naît, on le verra, parfois pas loin de celle de Stephen King, et je pense aux jumeaux dévorés dans La part des ténèbres, par son autre jumeau, ou au Retour des morts dans Cimetière. Cette chose énigmatique donnera la recherche, ce roman qui renouvelle à jamais le genre du roman et, selon moi, la pratique de la philosophie. Ce roman interminable et infini, mais expansif comme l'est notre univers. Comme Proust, qui chérissait les préfixes « re », celui de la recherche, et les préfixes « trans », celui de la transvertébration ou de la transmigration sur laquelle je reviendrai, je vais partir non pas des essais et articles des premiers temps ou du lycée Condorcet, mais de la dernière œuvre de Proust, et donc procéder à rebours, justement, pour effectuer un balisage transversal du lexique se rapportant non pas à l'essai, comme ça a déjà été fait ici, mais se rapportant à essayer dans la recherche. Alors, l'idée de mon œuvre était dans ma tête, toujours la même, en perpétuel devenir, et je vous ai souligné les oxymores. Par-delà les mentions, vous voyez, perpétuel et devenir. Par-delà les mentions de l'essai donc comme forme théorique littéraire sur lesquelles que vous avez déjà abordé avec Antoine Compagnon ou Luc Fraisse, par-delà ces mentions, si on revient un petit peu sur le cotexte, c'est-à-dire le texte qui entoure les termes essai, essayage, essayer, s'essayer dans la recherche,
ce cotexte est extrêmement et étrangement clair et récurrent. Essayer dans la recherche, c'est s'essayer à la vie et c'est s'essayer à la création artistique et très souvent s'essayer aux deux à la fois. La quasi-totalité des passages où apparaît le champ lexical de s'essayer concerne en effet 4 domaines entrelacés, et je les distingue de façon arbitraire. L'amour, et à travers lui le mystère d'autrui, et le délire de nos interactions affectives, puisqu'on délire chez Proust quand on est amoureux. La relation charnelle entre histoire collective et histoire singulière au pluriel, et je vais y revenir. Une relation charnelle entre ces histoires qui est en perpétuel remaniement. Enfin, attendez, il m'en manque un, le style apte à rendre compte ou non de ces interrogations et de ces essais. C'est-à-dire que le verbe essayer revient très souvent à propos de la question de l'amour, de l'histoire et du style et de la mémoire. Donc inutile de vous dire que je ne vais pas revenir sur l'ensemble de ces aspects et qu'il faut sans doute retenir liminairement, donc dès le début, qu'ils sont indissociables, comme en témoigne la citation suivante, où la création, en l'occurrence celle du musicien Vinteuil, la création est mise sur le même plan que l'amour. Ces autres œuvres n'avaient toutes été, par rapport à ce septuor, que de timides essais, de même mes autres amours, etc., n'étaient que des essais, des appels. Donc j'en viens tout d'abord à la question de la vie comme essai au pluriel. Que veut dire s'essayer à la vie ? C'est tenter tout d'abord d'accéder à un très hypothétique soi-même, ou plutôt, on va le voir, tenter d'accéder à des moi qui sont d'emblée pluriels, hybrides, enchâssés dans le sensible et dans l'imaginaire, mettant à l'épreuve le temps et ses dimensions culturelles, construites et factices. Le temps n'est peut-être pas une donnée immédiate de la conscience, c'est peut-être d'abord une donnée culturelle, et ça on pourra en reparler. S'essayer à la vie, c'est aussi être obnubilé par la tentation de l'amour et l'obsession d'autrui, et j'emploie le terme obnubilé dans son sens fort et étymologique, être obsédé et aveuglé, puisque l'étymologie latine vient d'obnubilare, être couvert de nuages ou de brouillard, perdre connaissance. Plus on essaye de connaître autrui, souvent accessible uniquement par le potin ou par l'enquête policière, vous savez que le potin est très important chez Proust, plus on nage dans le brouillard, si je puis dire. Le narrateur tente ainsi de s'arracher à soi-même pour pénétrer de façon parfois violemment effractante. Donc il tente de s'arracher à soi-même pour pénétrer dans l'univers infini et désespérément clos des êtres aimés, mais pas seulement des êtres aimés, aussi du tout venant de l'humanité. Françoise, domestique sadique et aussi familiale que la mère et la grand-mère, dont elle présente, tel Janus, la face mauvaise. Tante Léonie, énigme familière qui rêve que brûle toute sa famille pour pouvoir avoir enfin une raison valable de sortir de son lit. Juifs, dans la chair desquels s'inscrit la langue exotique, trop exotique de la plus haute antiquité. Aristocrates, se transmettant des modes d'être sociaux et corporels de génération en génération qui défient l'herméneutique, qui défient l'interprétation du narrateur. Salonards menant leur opaque jeu snobinard, invertis mal masqués, gomoréennes sournoisement jouisseuses et autres petits clans cadenassés aux pâles imitateurs. Voilà toute une sorte de panorama de ce que c'est que de s'essayer aux autres. Donc vous voyez, par exemple, les Courvoisiers essayent d'imiter le salut des Guermantes et ont bien du mal. Proust sait, j'y reviens donc, essayer à toutes les formes de vie, préhistoriques, on l'analysera, féminines, androgynes, animales, oniriques, car ces essais de soi constituent un homme, ou plutôt l'instituent et le traversent. Rien de pire que d'être soi chez Proust, rien de pire que de s'être trouvé, d'avoir trop tôt marqué l'essai de l'enfance et de l'adolescence, qui sont des moments de floraison, des moments de promesse et d'action, d'élan surtout. Seule l'extrême vieillesse, celle qui accroche notre robe à notre caveau, qui nous fait trébucher sur le bord de la tombe
chuter dans les water closets des Champs-Élysées, c'est-à-dire des enfers et du royaume des morts. Seule l'extrême vieillesse arrête l'humain, selon Proust, dans des phrases d'une cruauté inouïe. La princesse de Nassau m'ayant quittée, elle se mit à trotter vers la porte. Elle a en effet rendez-vous avec la reine d'Espagne avec qui elle doit goûter. Même près de la porte, je crus qu'elle allait prendre le pas de course. Elle courait en effet à son tombeau. Vous parliez de l'incroyable frivolité des mourants tout à l'heure. Le paradoxe chez Proust est que l'essai réussi est un échec. La vieillesse transforme les êtres de façon incompossible, si je puis dire, puisqu'elle les arrête. Les vieillards du bal de tête avaient ainsi l'air d'être définitivement devenus d'immutables instantanés d'eux-mêmes. Les oxymores le suggèrent. Le corps devient une archive paradoxale, à savoir un monument figé, une sorte de pierre tombale, indiquant, avant même la mort effective, l'impossibilité de se transformer, de muer, de devenir. La fleur est à jamais fanée, celle des jeunes filles en fleurs, la graine est résorbée. Le corps devient une pierre tombale qui marque la fermeture de l'avenir, mais aussi la pierre tombale où plus rien du passé n'est inscrit, sinon l'espace vierge d'un oubli rapide. Le passé singulier et individuel, ce passé qui fut un présent vécu dans le regret ou la nostalgie, qui fut un présent vécu dans le désir ou dans l'appréhension, ce passé singulier devient rapidement illisible, c'est-à-dire en termes proustiens, néant. C'est alors au roman de se faire l'archive, non pas seulement de ceux qui furent, mais surtout, et c'est vraiment un paradoxe, de leur anéantissement. Certains hommes boitaient. Ils avaient déjà, comme on dit, un pied dans la tombe. Dans l'entrebâillement de la leur, à demi paralysée, certaines femmes semblaient ne pas pouvoir retirer complètement leur robe restée accrochée à la pierre du caveau. Et donc là, on a une espèce de danse macabre qui commence. Les vieux, s'il faut les appeler ainsi, et je m'y inclus puisque Proust est mort à l'âge auquel je vous parle, les vieux sont ceux qui sont pris non pas par le temps, mais dans le temps, et vous avez reconnu les tout derniers mots du temps retrouvé. Les vieux, investis d'une puissance qui les arrête à un instant T, entre deux abîmes qui les fait branler sur leurs jambes, et chasse plongeant dans le trou noir de l'informe, les vieux arrêtent d'essayer, selon Proust. La vieillesse est pétrification dans un présent pur. Autant dire qu'elle est l'impossibilité même de laisser, au point d'entraver la possibilité même de la reconnaissance, la possibilité même de la continuité du moi et du lien entre les époques. Je m'appliquais à introduire dans le visage de l'inconnu, entièrement inconnu, l'idée qu'elle était Madame Sazera, vous vous souvenez, l'ancienne voisine de Combray. Et comme un témoin mis en présence d'un inculpé qu'il a vu, j'étais forcée, tant la différence était grande, de dire « non, je ne la reconnais pas ». Vous voyez, cette question de la reconnaissance qui est centrale en philosophie et qui vient jouer ici dans la question du vieillissement. Heureusement, ce ne sont pas, un petit peu une note d'espoir, ce ne sont pas tous les humains qui sont soumis totalement à la loi de la fixation pré-mortem, si je puis dire. Oui, Odette est devenue à jamais une rose stérilisée. Oui, Argencourt est un sublime gaga et une larve vibratile. Bon, c'est son ennemi intime en même temps, hein, un pantin qui gigote. Oui, la blonde valseuse qu'on a connue auparavant est désormais un vieux maréchal ventripotent et méconnaissable. Oui, les humains deviennent des archives poussiéreuses que la tâche d'un romancier est précisément de décrypter et de ramener à la vie. Mais quand même, gardons espoir donc, Bergotte, cet écrivain idéal, puis déchu parce que Norpois l'a éreinté, déchu parce que le narrateur lui-même grandit et se cultive et comprend que Bergotte n'est pas un très très grand écrivain, eh bien Bergotte, cet écrivain un peu raté, cet écrivain qui est un essai d'écrivain pour que la place soit libre pour Proust ou pour le narrateur, Bergotte n'est jamais fini en fait. Certes, à un moment, il a marqué son essai lui aussi, il a arrêté d'essayer, et ses romans sont devenus des redites, nous dit Proust, des avatars médiocres de ce qu'il fit, ou de ce qu'il fut. Mais au moment de mourir, Bergotte reprend la partie, se remet en jeu et meurt sur le stade, ou plutôt au musée, devant la vue de Delft, de Vermeer, en comprenant qu'il aurait dû écrire autrement, en apprenant donc jusqu'au dernier souffle.
Parce que c'est ça aussi la vieillesse, c'est se rendre compte de ce qu'on aurait dû faire. C'est ainsi que j'aurais dû écrire, il aurait fallu passer plusieurs couches de couleurs. Je reviendrai tout à l'heure sur cet emploi du conditionnel à propos de la vocation littéraire. Il aurait fallu écrire, en fait, comme le fait Proust, par couches superposées, par essai et repentir, par rature et parenthèse, par collage de paroles et réécriture permanente, parce que la vie qui vaut la peine d'être vécue, c'est une vie d'essais, d'errance, d'illusions, d'amour fou, de livres empêchés, comme Jean Santeuil, vie et brouillons qui sont pourtant là, en mémoire, archivés et donc à traduire, archivant et donc permettant la survie. L'écriture proustienne se confronte à une herméneutique de soi, une interprétation qui est à l'origine même de l'élan qui fonde la création romanesque. Notre moi est fait de la superposition de nos états successifs. Et vous voyez, il y a toute cette question de l'affleurement et du surgissement qui fait de nos vies quelque chose de valable. Alors, je vais m'interroger maintenant sur la question de la mémoire, de la question de la revenance et de la survivance. Toute sa vie, Proust s'est trouvé confronté à ce qu'il appelle cette contradiction si étrange de la survivance et du néant entrecroisés en moi. On comprend qu'il ait envisagé l'écriture comme ayant partie liée avec la revenance et la mémoire des morts, comme un lieu où s'essaye le retour des disparus. Un livre, non, je ne l'ai pas mis. Un livre est un grand cimetière où, sur la plupart des tombes, on ne peut plus lire les noms effacés. La recherche, ou le livre à venir de la fin de la recherche, tente de tenir une gageure précisément impossible à tenir, puisque l'objectif, c'est d'intégrer dans l'essai poétique le souvenir effacé des disparus. Le souvenir effacé des disparus. Qu'est-ce qu'un souvenir qu'on ne se rappelle pas, demande le narrateur dans la recherche. Et qui pourra attester du souvenir de ceux dont on ne se rappelle pas? On pourrait filer davantage la question. Qu'est-ce qu'un mort? Qu'est-ce qu'un donc condamné à tort? Et je pense à Dreyfus. Ou tout simplement, qu'est-ce qu'un instant de vie amnésié et qui a pourtant existé, qui a eu lieu et qui a fait de nous ce que nous sommes actuellement? Vous voyez, le paradoxe, c'est qu'on est constitués actuellement, nous tous dans cette salle, de souvenirs dont on n'a aucun souvenir. L'écriture, Jean Santeuil ou recherche, doit assaillir le néant pour essayer la survivance. Ce parfum d'aubépine, etc., mon exaltation les a portés et a réussi à leur faire traverser tant d'années successives, tandis qu'alentour, les chemins se sont effacés, et pire, et que sont morts ceux qui les foulèrent et le souvenir de ceux qui les foulèrent. Emboîtement des oublis et des effacements, anéantissement des essais existentiels. La recherche se doit d'être un livre tombeau, au sens où l'on parle d'un poème d'hommage à un mort comme d'un tombeau. Un livre donc qui intègre jusqu'à l'oubli du souvenir des morts pour les glisser entre les lignes dans les interstices de nos psychés. Il faut lire au travers, écrivait Proust dans un projet d'article sur Nerval qu'Antoine Compagnon a mentionné. Lire au travers. C'est pour cela que ce roman parle à toutes et à tous, quels que soient les genres et les cultures. Chacun y retrouve son enfance. Parce que cette œuvre relève de l'onirisme et qu'elle fait place aux fantômes et que nous en avons tous en nous. Ce sont eux qui reviennent en effet dans nos corps ou dans nos rêves pour nous appeler à l'écriture et à la mémoire, cette mémoire qui apparaît en permanence comme un des cotextes principaux du verbe « essayer », je vous l'ai dit tout à l'heure. Et je vous renvoie à l'épisode archétypal de la Madeleine, de la petite Madeleine, épisode qui est à la fois le commencement de la vie remémorée et le commandement de la vocation. Commencement et commandement, vous aurez reconnu l'étymologie ambivalente du mot « archive », « arché » en grec, relié au pouvoir des archontes, commencement et commandement qui avait tant fasciné Jacques Derrida et Joseph Yerushalmi dans un livre qui s'appelle Zachor, c'est-à-dire « Souviens-toi ». Je veux essayer de faire réapparaître donc, quelque chose qui est ancré en moi. Je rétrograde par la pensée au moment où je pris la première cuillerée de thé. Cet arrachement de la mémoire, grâce à une infime goutte de thé, à la fixation
du début de la recherche, où ne reste qu'un pan de souvenir pétrifié, toujours le même, cet arrachement ouvre une brèche dans le temps. Cette brèche enclenche les milliers de pages qu'on va lire, elle enclenche un rapport au livre qui ne peut être archive de la vie que parce que cette brèche ouvre sur les essais de subjectivisation qui nous constituent. Le sommeil, où se joue chez Proust l'entrelac du souvenir et de la veille, encadre ainsi la recherche, du début si connu, longtemps je me suis couché de bonne heure, au dernier volume où s'opère un retournement du diurne et du nocturne, de l'incipit et du terminus, dernier volume où se décide alors la vocation, perçue d'emblée comme quasi impossible. Cette vocation, en effet, Proust la met au conditionnel, ce conditionnel qui est le mode verbal de l'essai, le mode verbal du livre archive vivante, du livre nocturne, qui lui-même, au seuil de la mort, ce livre, doit attester pour plus d'une personne de ce qui fut, attester pour plus d'une personne. Donc Jean Santeuil était écrit pour une seule personne, était écrit pour Proust lui-même. La recherche est écrite pour nous. Et ce qui fut, on va le voir, c'est une vie tricotée avec les mailles de l'histoire collective. Moi, c'était autre chose que j'avais écrire que les adieux, par exemple, d'un homme à sa femme qui est en train de mourir, ou que les adieux à un mourant. Long à écrire. Le jour tout au plus, pourrais-je essayer de dormir? Si je travaillais, ce ne serait que la nuit. Exit, longtemps je me suis couché de bonne heure. La vie s'essaye de fait autant par l'expérience vécue que par les songes. Nul hasard, puisque songes, fantasmes, désirs et projets font partie de l'expérience vécue, ils en sont même le sel. Dans un rêve, le narrateur précise ainsi, il arrive à s'endormir, Le monde du sommeil réfracta la douloureuse synthèse de la survivance et du néant, dans la profondeur organique est devenu translucide des viscères mystérieusement éclairés. Notre corps est une maison de verre en quelque sorte. Dès que pour y parcourir les artères de la cité souterraine, nous nous sommes embarqués sur les flots noirs de notre propre sang, comme sur un léthé intérieur au sextuple repli, de grandes figures solennelles nous apparaissent, nous abordent et nous quittent, nous laissant en larmes. Je cherchais en vain celle de ma grand-mère. Donc il la cherche. Quelle est son adresse? Mais non, me dit mon père, tu peux être tranquille. Sa garde est une personne ordonnée, évidemment, elle s'appelle la mort. Elle demande quelquefois ce que tu es devenu. On lui a même dit que tu allais faire un livre. Elle a paru contente, elle a essuyé une larme. Essuyer, et non pas essayer, mais on n'est pas loin du conte, C-O-M-P-T-E, ou du conte, C-O-N-T-E. Proust écrit ainsi, comme Chateaubriand et ses Mémoires d'outre-tombe, un livre qui accueille des disparus, de toute la force de leur mode d'existence indécidable, et ces disparus exigent de participer au façonnage d'une nouvelle et vivante effigie. Le mot effigie qu'emploie Proust est un terme qui renvoie en latin non pas seulement à la copie ou au portrait de cire ou d'argile, c'est un terme qui renvoie aussi au spectre. Quand nous avons dépassé un certain âge, l'âme de l'enfant que nous fûmes et l'âme des morts dont nous sommes sortis viennent nous jeter à poignée leurs richesses et leurs mauvais sorts, demandant, exigeant, à coopérer aux nouveaux sentiments que nous éprouvons et dans lesquels, effaçant leur ancienne effigie, nous les refondons en une création originale. Nous devons recevoir dès une certaine heure tous nos parents arrivés de si loin et assemblés autour de nous. Le roman est le genre, donc, qui essaye de rassembler tous nos parents. La survivance n'est pas la même chose que la résurrection. On le verra tout à l'heure, la survivance fait vivre un disparu dans un vivant. La résurrection transforme un mort ou un endormi, mais c'est un petit peu la même chose chez Proust, en un vivant. On comprend dès lors à quel point l'écriture a partie liée avec le sommeil qui chez Proust, comme l'agonie, l'ivresse, la jouissance, la maladie, permet l'enfoncement dans des couches de temps de plus en plus profondes, jusqu'à atteindre le stade où il n'y a plus de temps, où celui-ci n'a pas encore essayé ses formes. C'est le non-temps des commencements du début de la recherche, où le narrateur endormi cherche qui il est
essaye différentes formes de soi. Hybride homme-femme, cet hybride homme-femme qui nous ramène au tout premier essai, encore anhistorique, puisque le paradis n'est pas encore perdu, de la Genèse. Essai qui ne parvient au narrateur qu'à l'occasion d'un brusque éveil, qui conserve une trace effilochée de l'accès à l'autre monde, où se conjoignent, comme toujours chez Proust, qui n'outrage jamais que ce qu'il adore, sexualité indifférenciante, jouissance et référence liminaire au tout début du texte biblique. Précisons aussi que nous sommes évidemment au tout début de la recherche. Cet humain mâle et femelle des commencements, comme il est dit dans la Genèse, et comme il est dit aussi au début de la recherche, qui venant d'être créé n'a pas encore essayé ni essuyé les grains du déluge et de la temporalité historique, cet humain devient quelques lignes plus loin un homme préhistorique au sens littéral du terme, et surtout un animal qui nous fait expérimenter, dans l'essai indécis de l'entremêlement du songe et de la veille, une temporalité antéhumaine. Sentiment de l'existence comme il peut frémir au fond d'un animal, expérience du dénuement, celui de l'homme des cavernes. L'écriture proustienne tente de rendre compte de ces dépersonnalisations, de ces hantises, de cet éclatement du sujet qui font de nous, humains, des essais permanents de nous-mêmes, habités par les autres. Je tombais dans ce sommeil lourd où se dévoile la reprise des années passées, des sentiments perdus, la désincarnation, la transmigration des âmes, l'évocation des morts, les illusions de la folie, la régression vers les règnes les plus élémentaires de la nature. On oublie toujours que dans le sommeil, nous sommes nous-mêmes un animal. Tous ces mystères auxquels nous sommes initiés presque toutes les nuits, ainsi qu'à l'autre grand mystère de l'anéantissement et de la résurrection. Si le sommeil permet de traverser l'espace-temps, de dilater le corps aux dimensions non singulières, il est pourtant des moments de la vie où, au contraire, la vie des autres se ferme à nous. L'amour, qui forçait le protagoniste à opérer des sorties hors de soi, à se glisser dans la peau les désirs, l'inconscient de l'être aimé, car le narrateur proustien n'est pas seulement un geôlier ou un jaloux, cette jalousie lui permet de s'extraire de lui-même. L'amour, quand il meurt, enclenche lui aussi le processus mémoriel, mais ce processus devient cette fois, contrairement à celui de la petite Madeleine, un processus non pas de résurrection, mais un processus de deuil. Je n'aimais plus Albertine, j'essayais de me la rappeler. Cette formule, j'essayais de me la rappeler, revient de façon récurrente dans la recherche, sous cette forme ou des variantes, toutes liées à la dialectique de la mémoire et de l'oubli. Je vous en avais fait une liste, mais je vais passer, parce que j'ai envie d'accéder au troisième pan, si je puis dire, de cette communication, qui est la question de l'histoire incorporée. Donc pas seulement le temps incorporé, comme le dit Proust dans Le Temps retrouvé, mais l'histoire incorporée. Les fantômes que je viens d'évoquer ne sont pas simplement psychiques et familiaux, ils sont aussi politiques. De nouveau, revenons au commencement, ou plus exactement au deuxième commencement de la recherche, c'est comme dans la Bible où il y a deux Genèses. Deuxième commencement qui nous fait entrer dans l'œuvre en faisant sortir, vous vous en souvenez, tout Combray de la potion magique, tout Combray, Ville et Jardin est sorti de ma tasse de thé. Cette église qui vient rappeler l'engagement de Proust pour leur protection en 1905 lors de la loi de séparation des organisations cultuelles et de l'État, cette église d'une enfance romanesque catholique se trouve d'emblée investie, de façon apparemment incongrue, par la figure juive d'Esther, au moment de son alliance avec la royauté locale. Cette figure d'Esther déborde, insiste, bien qu'elle soit passée, si je puis dire, à tous les sens du terme. On peut appliquer le terme aux couleurs comme au temps. Deux tapisseries de haute lice représentaient le couronnement d'Esther. La tradition voulait qu'on eût donné à Assuérus les traits d'un roi de France et à Esther ceux d'une dame de Guermantes dont il était amoureux, auxquels leurs couleurs, en fondant, avaient ajouté une expression, un relief, un éclairage. Un peu de rose flottait aux lèvres d'Esther au-delà du dessin de leurs contours.
Le jaune de sa robe s'étalait si onctueusement, si grassement, qu'elle en prenait une sorte de consistance et s'enlevait vivement sur l'atmosphère refoulée, etc. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai souligné en rouge et en vert justement tout ce qui est oxymorique dans ce texte. Je vais y revenir. Où apparaît Esther? Sur une tapisserie de haute lisse, c'est-à-dire sur une tapisserie qui a été fabriquée par un artisan artiste qui regarde dans un miroir le motif et les teintes de ce qu'il doit tisser, puisque le carton sur lequel est dessiné ce motif est placé derrière lui. Donc on n'est pas du tout sur la tapisserie de basse lisse qui se fait à l'horizontale. Miroir, mon beau miroir, Esther, déguisée ou masquée en une de ces guermantes dont notre jeune protagoniste est amoureux fou, Esther apparaît sur un tissu, c'est-à-dire sur une trame, sur un livre potentiel. On peut à ce propos rappeler le rapport étymologique entre le texte et le textile que vous connaissez bien, qui a été souligné aussi par André Benaïm, à propos du livre que projette d'écrire le narrateur dans Le Temps retrouvé. Donc vous voyez, là on est dans les tapisseries au tout début de la recherche, on est à l'entrée de l'église de Combray, et là on va faire un saut, on va vers Le Temps retrouvé, épinglant ici un feuillet supplémentaire. Je bâtirai mon livre, je n'ose pas dire ambitieusement comme une cathédrale ou comme une église, mais tout simplement comme une robe. Comme la robe d'Esther, point d'interrogation. Le champ lexical de la citation du couronnement d'Esther le suggère. Oscillant entre effacement et consistance, entre flottement et relief, entre maranisme et judaïsme affirmé, moitié passé, moitié triomphale, puisqu'on est en plein couronnement, la figure d'Esther épousant le roi Assuérus et empêchant l'extermination des Juifs préparée par le ministre Hammam, qui, double de Golo dans l'épisode de la lanterne magique, est plein d'un affreux dessin. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cet affreux dessin de Golo. Cette figure d'Esther deviendra récurrente dans toute la recherche, de façon d'ailleurs souvent comique, mais vous connaissez la puissance de vérédiction de l'humour proustien. Cette présence d'Esther au seuil de la recherche signale une autre temporalité que la temporalité mérovingienne, sur laquelle la critique a tant insisté, à juste titre d'ailleurs, à propos de l'église combrésienne. Esther s'avère une gardienne qui ne dort ni ne sommeille, une figure du maranisme et de la veille inquiète, dont l'historienne Perrine Simon-Nahum et le philosophe Danny Trom ont récemment rappelé l'actualité sans cesse rejouée au fil des siècles du rapport des Juifs aux politiques. Chez Proust, Esther redouble dès lors le veilleur insomniaque, par lequel tout, c'est-à-dire la recherche, commence. Je vous rappelle que l'une des premières métamorphoses à la troisième phrase de la recherche du temps perdu, la première métamorphose du narrateur, c'est en un livre d'histoire, celui de la rivalité entre François Ier et Charles Quint. Donc il se transforme, avant de se transformer en Adam, Ève, etc., il se transforme en livre et en livre d'histoire. Cette revenance me reconduit donc vers le premier essai romanesque de Proust, Jean Santeuil, qui nous montre que la prose proustienne s'entrelace en permanence, dès son origine, dans l'histoire. Celle des Juifs et de l'antisémitisme, bien sûr, celle de la France et de la séparation des cultes et de l'État, celle relevant des mœurs et de la sociologie de l'amour interdit pour ce que Proust appelle les invertis, mais aussi pour tous les amants malades d'amour, pour tous les amants inopérables, comme dit Proust. Et puis il y a aussi tous ces transfuges de classe, malgré eux, qui tentent de saisir la personnalité d'autrui et qui, pour ce faire, vont jusqu'à devenir Dreyfusards, comme le duc de Guermantes, qui, après avoir rencontré dans une ville d'eau 3 charmantes dames d'une intellectualité supérieure, dont une princesse italienne, défend le capitaine injustement condamné. Donc voilà, il décide d'avancer de 8 jours sa cure d'eau parce qu'il n'a pas envie d'aller à un enterrement. Vous savez qu'il n'aime pas du tout ce genre de cérémonie. Et puis il rencontre 3 dames italiennes qui le convainquent de l'innocence de Dreyfus. On ne peut pas condamner un homme contre lequel il n'y a rien. Alors il va évidemment procéder ensuite à un autre revirement, puisque en affirmant son dreyfusisme, ça va lui coûter la présidence du Jockey Club. Donc, voilà. Mais ces retournements, on les a en permanence dans la recherche.
Commencé en 1895, Jean Santeuil se situe au cœur de l'affaire Dreyfus, dont le premier procès a eu lieu fin 1894 et porte notamment sur les années 1897-1899. Yuri Murakami l'a très bien montré. La recherche, quant à elle, intègre à la fois l'affaire et la guerre dans son déroulement. Et je dirais qu'entre ces deux pôles, Jean Santeuil et la recherche, il y a ces livres d'histoire, si l'on peut dire, que sont les traductions de Sésame et l'Hélice et de la Bible d'Amiens, de Ruskin, que Jérôme Bastianelli a puissamment évoqué, je crois, il y a 2 semaines. Traductions tellement commentées en notes et enrichies en préface qu'elles en deviennent des essais de Proust. Dans tous les cas, l'écriture est cellulairement rattrapée par l'histoire de façon évolutive au fil de l'existence de l'écrivain. Les 13 passages très circonscrits au judiciaire et aux politiques de Jean Santeuil qui traitent de l'affaire Dreyfus sont en effet centrés sur cette affaire et intégrés par raccord à la trame romanesque. C'est-à-dire que on a la vie de Jean Santeuil, ses rapports avec l'écrivain, et puis on a des passages qui sont spécialement dédiés au procès, aux audiences, etc. Notamment les audiences du lieutenant-colonel Picard. On pense aussi au portrait de Jaurès lors de son discours enflammé à la Chambre des députés quand il s'érige contre les massacres de masse perpétrés contre les Arméniens par le sultan Hamid avec la complicité française et européenne à la fin du XIXe siècle. Voilà. Donc on a des passages, je dirais, historiques dans Jean Santeuil qui sont très repérables. Selon moi, c'est parce que Jean Santeuil a d'abord été couché sur le papier, c'est parce que l'archive est constituée par Proust lui-même à ce moment-là, avec la puissance de la colère et l'obsession du témoignage. Il est très en colère quand il entend le discours de Jaurès et qu'il voit qu'il y a des députés qui s'en prennent à lui. Il a envie de tuer tous ces misérables, de lapider les 200 députés anti-arméniens. Enfin, voilà. Donc on est vraiment dans l'émotion et dans le témoignage. Et je pense que c'est parce qu'il a déjà écrit ça qu'ensuite, il peut, avec la recherche, des années plus tard, replacer l'affaire Dreyfus dans un panorama social constitué de différents points de vue, y compris bien sûr des points de vue qui ne sont pas le sien, des points de vue d'anti-Dreyfusards ou des points de vue qui ne vont pas cesser d'aller et de venir et de se conformer aux normes de l'époque. La recherche nous présente alors une histoire qui s'essaye à même le corps et le cœur des personnages, une histoire en situation qui colle parfois à la justice, mais qui le plus souvent s'avère bâtarde, indécise, compromettante, ni très nette ni très propre. L'histoire, l'affaire, la guerre mondiale, la diplomatie tortueuse d'un Norpois, n'est plus l'objet de passages dédiés, de passages historiques, de feuillets classables. Elle devient un élément dans lequel nous baignons et qui nous informe, c'est-à-dire qui nous donne forme tout au long d'une vie. Il n'y a chez Proust d'histoire que vécue, incarnée, parcourue. Il faut aller à Venise pour comprendre Ruskin. Il faut aller à Balbec pour saisir le sens d'une photographie, d'une anecdote, d'une phrase de Swann ou de Legrandin. Proust fait semblant de présenter le déplacement spatial, le voyage, nous y revoilà, comme une illusion, celle de l'âge des noms. Mais comme toujours chez lui, l'illusion première, laissée apparemment ratée, son vérité finale, car la vie est en elle-même une série d'épreuves au sens quasi photographique du terme. En effet, on peut relever 4 étapes dans l'essai que Proust s'est fixé d'accéder à la vérité avec un grand V, vous vous en souvenez. On vit un fait, ce fait s'avère une illusion ou un fantasme. Balbec est hyper décevant quand on y va. L'amour n'est pas dans les êtres aimés, mais est une pathologie subjective. Cette illusion est ensuite démasquée comme telle, et donc le roman dit, voilà, je croyais aimer, mais c'était une illusion, etc. Mais finalement, l'illusion n'en était pas une, elle était d'emblée vérité, elle était d'emblée archive, elle était désir bien réel. Peut-être que quand on aime quelqu'un qu'on ne connaît pas et qu'on aime une autre personne que la personne qu'on a en face de nous, mais l'amour est là quand même. Au fil de ces centaines de pages éparses qu'on appelle désormais Jean Santeuil depuis 1952,
Proust s'essaye de façon maladroite et difficile à cerner, puisque ce texte n'a pas été édité, il a plutôt été recomposé de façon posthume à partir de feuillets. Il s'essaye à alterner récits de vie, réflexion sur la création littéraire, roman dans le roman, et constitution d'une archive noire du temps présent, sous la forme d'une chronique prise sur le vif mortifère de l'affaire Dreyfus, telle qu'elle se déroule à partir de la fin décembre 1897. Cette tentative, qui trouvera donc d'autres voies narratives et philosophiques dans la recherche, évoque d'emblée un lien primordial, fondateur, originaire chez Proust, entre le désastre historique, la vie personnelle et l'appartenance familiale maternelle. Plus d'une quinzaine d'années plus tard, en écrivant La Recherche, Proust procède au déplacement de la localisation du village de l'enfance des environs de Chartres vers ceux de Reims et de la Marne. En effet, vous vous en souvenez, il place Combray en zone de guerre, donc il est obligé de le déplacer. Qu'est-ce qu'il fait ce faisant ? Il place l'Éden. Alors l'Éden est toujours ambigu chez Proust, puisque c'est le lieu du sadisme, et c'est d'ailleurs peut-être pour ça que c'est un Éden. Donc il déplace l'Éden pour le placer dans le lieu de la destruction, dans le lieu, puisque Combray va être rasé. Ce déplacement nous ramène autrement à cet entrelac charnel entre mon histoire, la mienne, la vôtre, celle de Proust, et l'histoire avec sa grande H, comme le disait Georges Perec, dont les parents avaient été tranchés et retranchés par cette histoire ou par cette hache. S'essayer à la vie chez Proust, c'est être dès sa jeunesse, de part en part transpercé par l'histoire, celle donc qui condamne un juif innocent au bagne, on l'a vu, les Arméniens au massacre antigénocidaire, c'est être aussi transpercé par l'histoire qui condamne les tantes à la dissimulation et à la honte, puis une génération de jeunes hommes ou d'amis à la boucherie. Cette histoire historique, Proust s'essaye toute sa vie à la métamorphoser en histoire narrative, à faire du récit avec du trauma pour mettre au jour l'entremêlement entre existence singulière et événements collectifs, entremêlement constitutif de notre humanité dans ses dimensions les plus intimes comme les plus collectives ou les plus sociales. On a souvent vu en Jean Santeuil l'essai avorté du chef-d'œuvre futur, lui-même inachevé. Selon moi, Jean Santeuil est une forme paradoxalement aboutie, celle qui justement ne tolère pas la finition, celle qui est à jamais contemporaine à elle-même, c'est-à-dire une forme conjuguée au présent perpétuel. Cette forme, c'est l'archive, qui est entreprise d'établissement de ce qui est et qui peut toujours être oublié, être très activement et très sciemment oublié, et je vous renvoie évidemment à 1984 d'Orwell ou à toute la question du dreyfusisme dans la recherche. Et pourquoi est-ce qu'il faut constituer une archive ? Pourquoi est-ce qu'il faut écrire Jean Santeuil même si on ne le publie pas ? Eh bien parce que c'est une promesse d'interprétation. La question de l'archive, en effet, n'est pas une question de passé, c'est une question de l'avenir même, c'est la question d'une réponse, d'une promesse et d'une responsabilité pour demain, nous disait Jacques Derrida. L'histoire, quand on la vit au présent, a pour nom événement, c'est-à-dire ce qui advient. Événement de l'affaire, avec un article défini et un A majuscule, événement de la Première Guerre mondiale, qui ne s'appelle pas première à l'époque de Proust, mais dernière, la der des der, qui sera en réalité le premier essai des guerres mondiales à venir. Qui peut dire parmi nous dans cette salle aujourd'hui que la Seconde Guerre mondiale ne fut pas en réalité une deuxième guerre mondiale, grosse d'enfants monstres ? Et donc vous voyez que mon exposé a une connotation politique extrêmement actuelle. Antoine, est-ce que je continue un petit peu ou est-ce que... Quelques minutes, d'accord. Donc vous le voyez, finalement, Jean Santeuil peut rétrospectivement être envisagé comme une archive réussie, comme le témoignage de Proust, jeune Dreyfusard qui s'investit dans le réel de sa vie dès qu'il prend connaissance de l'innocence du capitaine et qui, par-delà, collecte de signatures et engagements divers, inscrit sur le livre de la vie qu'il est en train d'écrire, l'histoire en train de se faire, une histoire où s'agitent des victimes, des bourreaux, des complices, des condamnés et surtout des spectateurs. Et je pense à l'épouvantable dégradation publique, la première dégradation publique du capitaine Dreyfus.
Alors, je pourrais montrer évidemment que l'affaire Dreyfus n'est pas un événement français, c'est un ébranlement du continent européen, mais je vais passer un petit peu là-dessus. Le premier essai du jeune Proust pour intégrer le témoignage dans l'ordre du romanesque échoue, sans doute parce que le stade factuel de la sidération, malgré la mise sur le chantier qu'a décrypté Yuri Murakami d'une première réflexion littéraire sur le dreyfusisme, ne lui permettait pas encore d'incorporer l'histoire dans ses personnages. Et c'est un mur sur lequel se sont cognés nos plus grands écrivains. Et il faudra des années à Proust pour comprendre que ce dont il doit rendre compte, c'est de la façon dont les humains investissent l'histoire en train de se faire et que le mort habite les vivants. Jean Santeuil et ce livre matrice qui s'écrit au fil de l'événement historique, dans l'émotion brute. Est-il ensuite abandonné, ce livre? Attendez, excusez-moi. C'est pas grave, je voulais vous... Bon, c'est pas grave, il m'a manqué un moment. Est-il ensuite abandonné ce livre sur lequel il a passé des années, cet essai romanesque liminaire? Voilà ce qui est dit dans La Recherche, dans le dernier volume. Chaque événement, que ce fut l'affaire Dreyfus, que ce fut la guerre, avait fourni d'autres excuses aux écrivains pour ne pas déchiffrer le livre intérieur de signes inconnus. Ces écrivains voulaient assurer le triomphe du droit, c'est ce qu'il essaye de faire dans Jean Santeuil. Ils voulaient refaire l'unité morale de la nation. Ils n'avaient pas le temps de penser à la littérature. C'est exactement ce que dira Albert Cohen sous la plume de Jean Mahan. Albert Cohen, quand il se fait journaliste résistant, il dit il ne faut pas lire Proust en ce moment, en période de guerre. Le livre au caractère figuré, non tracé par nous, est notre seul livre. Donc vous allez me dire, mais alors, voilà, l'histoire n'a pas lieu d'être dans ce qu'on doit écrire. Je crois qu'il ne faut pas se tromper avec cette citation. Proust n'abandonne pas Jean Santeuil, il le réécrit. La chronique établie dans Jean Santeuil, essentielle, vitale et engageante, est devenue au fil des années une archive à partir de laquelle l'écrivain mûri peut mettre au jour les ambivalences collectives de l'histoire, en envisageant cette histoire selon des perspectives individuelles qui ne sont pas les siennes. Proust découvre que le roman ne peut être la forme de l'histoire que si on la rapporte à notre livre intérieur, à notre vie vécue. La citation ne dit pas qu'il faut évacuer l'histoire de l'écriture. Elle dit que le romancier ne peut rendre compte de l'histoire qu'en la métabolisant dans des corps et des existences. L'écriture attestante de Jean Santeuil trouve donc son devenir dans La Recherche, qui fait de l'affaire Dreyfus une possibilité de soi. Les guermantes s'y déchireront, les revirements des personnages seront nombreux, les salons chuteront ou prendront leur essor en fonction de l'affaire. L'affaire dans La Recherche est un moment historique qui n'est pas déjà dépassé par sa résolution, parce qu'on en sait ensuite. Ce que nous dit l'avenir de Jean Santeuil, et l'avenir de Jean Santeuil, c'est La Recherche, c'est que nous baignons dans l'histoire de part en part. Voilà. Je vous propose peut-être qu'on arrête ici pour qu'on ait un moment de discussion. Merci beaucoup. Vous avez abordé donc 2 points que je n'ai pas encore abordés dans ce cours, et je ne sais pas d'ailleurs si je les aborderai, parce que... Ah oui, venez plutôt ici, oui. Le premier, je dirais, c'est en analysant un certain nombre d'occurrences du terme essai ou essayer, au fond, c'est un petit peu, cette fois-ci, l'essayisme comme genre de vie. Et moi, je regrette, j'ai pas eu le temps de parler de Musil tout à l'heure. Je ne sais pas si je parlerai de Musil un jour, du coup. Mais la belle différence entre Proust et Musil, c'est celle-là. C'est que dans L'homme sans qualité, il y a... Bon, vous pouvez aller relire le chapitre de L'homme sans qualité qui s'appelle
l'utopie de l'essayisme, je crois, et dans lequel l'essayisme, dans lequel le Musil passe de l'essai comme genre littéraire à l'essai comme genre de vie. Et il y a donc une liaison nettement faite dans le chapitre entre la vie comme la vie à l'essai, qui est celle de celui qui est au fond ni savant ni écrivain. Bon, s'il est savant, il fait de la science, s'il est écrivain, il fait de la littérature, et puis il y a Ulrich entre les deux, qui est l'homme sans qualité, justement. Et alors, je me demande... Bon, moi je vois une très très grande différence entre Proust et Musil de ce point de vue, mais au fond vous alliez plutôt dans ce sens-là, qu'il y aurait une possibilité de lire, sans doute pas jusqu'au bout, pas comme chez Musil, mais un essayisme comme philosophie de la vie, comme éthique, comme genre de vie. C'est ça, exactement. C'est ça que vous... Oui, c'est vraiment ça que je veux dire. Hein, or, on a l'habitude de dire, ben oui, mais Proust et Musil, c'est pas la même chose. Alors, ça contredirait, je crois, ce point de vue qu'on affirme souvent. Alors, il faudrait que je revoie Musil en détail, mais ce qui est étonnant dans le protagoniste de la recherche, c'est qu'il est à la fois extrêmement circonscrit, il est hétérosexuel, catholique, voilà, bon, on connaît beaucoup de choses sur lui, et en même temps, il y a un côté sans qualité. Et ce côté sans qualité, c'est ce qui permet au jeu proustien, en quelque sorte, de nous donner accès à la vie des autres. Hein. Ce que je pense, c'est qu'il y avait une gageure dans le fait d'écrire à la première personne, qui était la possibilité d'être clos sur soi, puisque quand on écrit à la première personne, on ne connaît que ce qu'on a dans la tête et que ce qu'on interprète des autres, de vous, etc. Et je me trompe sans doute en permanence, c'est ce que nous dit Proust, d'accord ? On se trompe toujours sur les autres. Et pourtant, il y a une plasticité du narrateur proustien qui fait que c'est un être entre deux mondes. Je pense à ce que disait Philippe Chardin, notre bien-aimé Philippe Chardin, qui parlait de Proust comme du narrateur proustien comme d'un être en apesanteur sociologique. Et ce narrateur, il traverse les mondes, pas simplement parce qu'il est snob et parce qu'il veut devenir comme Bloch, comme tout le monde dans la recherche, entrer dans les salons. Ce snobisme, c'est quelque chose de beaucoup plus profond et de beaucoup plus philosophique. Chez Proust, on est toujours dans des entremondes. J'ai essayé de le montrer avec le sommeil et la veille. J'ai essayé de le montrer avec le temps présent et le temps passé de Jean Santeuil qui revient, hein, qui fait retour, qui fait revenant dans la recherche. Et donc, je pense que cette question il faut qu'il y ait une absence de qualité du jeu pour qu'il puisse en quelque sorte être réceptif à l'altérité de l'autre. D'où aussi tout ce qui concerne son voyeurisme. Bien sûr que c'est génial et délicieusement pervers que le narrateur de la recherche soit un voyeur, mais c'est aussi une contrainte narrative, c'est-à-dire que s'il n'était pas voyeur, on ne saurait rien de la vie, notamment sexuelle, des autres. Voilà. Vous voyez, oui, non, je pense qu'on peut jusqu'à un certain point, en effet, décrire un essayisme comme genre de vie qui fait que ce jeu, en effet, et le jeu, c'est pour ça que c'est le jeu de l'essai plus que de l'autobiographie. Je suis entièrement d'accord. Et bon, je citais à plusieurs reprises l'article de Jacques-Émile Blanche, hein, qui dit essai ou autobiographie, et plutôt que roman, mais enfin, je dirais que la différence entre Jean Santeuil
Et la recherche du temps perdu, c'est l'introduction de cette première personne, mais de la première personne de l'essai. Oui, c'est ça. Ouais. La première personne de l'essai, et pas la première personne. Une première personne poreuse, c'est ça. C'est pas la première personne de la monade, enfermée sur elle-même. C'est la première personne de la possibilité de la traverser par l'altérité. Et je pense à Barthes, évidemment. Vous voyez, avec l'idiosyncrasie, s'essayer à la vie, s'essayer au temps, s'essayer... il a passé son temps, Barthes, notamment à la fin de sa vie, à se demander comment vivre. Et c'était très compliqué pour lui, même très douloureux, je dirais, parfois. Et je comprends du coup qu'il ait pris, de façon complètement étonnante de la part de Barthes, qu'il ait pris Proust comme fétiche. C'était quand même incroyable qu'il soit mort en venant ici, parce qu'il allait faire un cours sur les photos, donc sur les photos de famille et sur les photos des gens qui avaient fréquenté Proust. Quelque chose donc de totalement biographique. Et Barthes, d'une certaine manière, s'essayer à la vie qui était peut-être si compliquée à ce moment-là pour lui, il s'essayait à la vie et dans le roman de Proust. Alors maintenant, dans votre seconde réflexion, la réflexion de la fin sur l'histoire, le rapport de l'histoire, alors moi, j'évoquais la semaine dernière, je crois, ce paradoxe que Proust exploite, enfin, mais qu'on trouve déjà chez Sainte-Beuve, justement. Si les historiens, quand ils parlent du présent, ne disent que des bêtises, comment leur faire confiance quand ils parlent du passé? Et pourquoi serait-il plus compétent pour parler du passé, puisque ce sont les mêmes hommes ou les mêmes femmes qui ont la même intelligence? Et du coup, ça ne justifie qu'une histoire qui, enfin, comme je décrivais tout à l'heure, l'essayiste, qui partent du présent. Puisque de toute façon, à ce moment-là, si elle part du présent, elle assume cette... Oui, elle assume son inscription dans le temps et dans le temps de l'existence, et elle assume son indétermination, ce qui n'empêche pas l'engagement, évidemment. Évidemment, Proust s'est affirmé extrêmement tôt, que ce soit sur la question, par exemple, de l'affaire, évidemment, mais aussi, par exemple, sur la question de l'inversion, allant jusqu'au duel. Et donc là, ce qu'il faisait, c'était pas seulement un acte singulier. Je pense que c'était aussi un parti pris politique, d'une certaine manière. Il engage son corps, et ça, on l'oublie, parce qu'on voit souvent en Proust, je sais pas, il y a un petit côté idéaliste, éthéré, etc., contre lequel, évidemment, c'est pas du tout ma tasse de thé, si je puis dire. Je pense que Proust était vraiment quelqu'un qui était beaucoup plus engagé dans son temps, dans la politique et dans la vie qu'on ne le croit. Oui, au moment de l'affaire Dreyfus, mais... Pas seulement, même quand il est enfermé dans sa chambre de Liège, je crois. Proust est quelqu'un qui vote pas beaucoup. Les intellectuels ne votent pas en général à cette époque, mais... Bon, il va voter quand c'est pour des amis, mais... Non, mais je ne parle pas d'un engagement de ce type-là. Alors, je reviens sur l'histoire, parce qu'il y a ce paradoxe-là. On ne peut pas faire confiance aux historiens. Puis il y a encore pire, il y a cette page sur Assurbanipal et Maspero. Quand on lit Maspero, ce qui est retenu dans l'archive, c'est qui allait à telle... réception, qui étaient les courtisans autour d'Assurbanipal, comme les pages mondaines du Figaro. Donc c'est ça l'archive. L'archive, peut-on sauver l'archive si ce que l'on retrouve dans l'archive, c'est le carnet mondain? Le carnet mondain, mais en même temps, je pense qu'on le voit par exemple avec la figure d'Esther dans La Recherche, qui vient évidemment à la fois signifier et le judaïsme et l'inversion, puisque c'est l'Esther à l'intérieur d'une hyper-francité, puisque Esther, c'est la pièce de Racine et qui ne cesse de se référer à Esther comme figure française, c'est-à-dire comme figure du grand siècle classique. Ce carnet mondain n'est pas
vanité. C'est là que Deleuze se trompe, à mon avis, complètement dans Proust et les signes, quand il dit la mondanité, c'est les signes vides, etc. La mondanité, c'est du politique. Et donc, la mondanité, c'est le mouvement de l'histoire en train de se faire. Et je crois qu'on est tous d'accord pour voir dans Le Temps retrouvé, au moment où Madame de Verdurin, à la fois antisémite et dreyfusarde, devient... donc d'où la complexité des personnages. Elle est mécène aussi, je veux dire, elle est infernale, cette femme, parce qu'on la déteste, on l'adore par certains aspects, elle est progressiste. Cette femme, elle devient donc princesse de Guermantes. Et donc la mondanité est, chez Proust, un signe et un vecteur de l'expression politique de ce que c'est que son temps. Comment vous dire, pour Proust, la mondanité, c'est un moyen de faire du politique, d'écrire le politique et le sociologique. Enfin, je pense que ce que je dis, c'est... on a été beaucoup à le dire, à dire que la recherche, c'est... il y a un avant et après la Première Guerre mondiale, il y a un Proust entre deux siècles, hein, comme vous l'avez bien dit, à savoir, on ferme un 19e, on en ouvre un autre. Oui, mais ce n'est pas la mondanité. Si un Proust de la guerre, il est celui du métro, ou des abris, celui des soldats à l'hôtel de Julien, ce n'est pas celui de la mondanité. Ah non, celui-là, non. Je dis pas qu'il y a... La mondanité, elle ne change pas. Ah, ouais. Ah bah si, elle n'arrête pas. Enfin, les salons se font et les se salons refont, se mais renouvellent, même ils se de la... renouvellent oui, tout le temps. Tout à fait, l'essence même de la mondanité ils se sont renouvelés avec l'affaire Dreyfus. Il y a un brassage mondain avec l'affaire Dreyfus, il y a un brassage mondain avec la guerre. Mais, je vous suis. Mais s'il y a une découverte de l'histoire dans la guerre, c'est à l'hôtel de Jupien et c'est dans le métro, dans les abris contre les bombardements. Bien sûr. Plutôt. Les deux. Je dirais que dans le... Sinon, c'est la lessiveuse qui tourne et les... Oui, mais quand même, si un historien regarde la recherche... sauf que c'est la fin, puisque la guerre de 14, c'est ça que Proust sent bien, à mon sens, c'est que c'est la vraie fin de l'Ancien Régime. Oui. La noblesse, l'aristocratie ne survit pas à la guerre de 14. Et ça, Proust le sait bien parce qu'il était rentier, lui aussi, qu'il a perdu toutes ses rentes et qu'il est ruiné. Et donc, la guerre de 14, c'est la fin de l'Ancien Régime. Entièrement d'accord. Et ça, c'est bien perçu. Oui, oui. Mais, non, mais jusque-là, ça tourne. L'essence du snobisme et de la mondanité ne change jamais. Je crois que c'était Jean-François Revel qui expliquait, où on le voit bien dans Pérec, etc. On change d'habit, mais on est tous aussi snobs les uns que les autres. On veut tous entrer à tel endroit, etc. Donc ça ne change pas. Par contre, je pense que Proust a fait une peinture, vous venez de le dire vous-même, hein, extrêmement historique et réaliste, des transformations sociologique de la France et du Paris d'alors, avec justement cette intrusion d'une part de l'affaire, d'autre part de la guerre. Oui, il a... Cette américaine qui arrive dans Le Temps retrouvé. Il a vu... on a dans Le Temps retrouvé cette révolution qui est la fin d'une époque. Tout à fait. Mais est-ce l'histoire? Est-ce les historiens? Est-ce l'archive? Je ne sais pas. J'ai fait un jeu de mots, vous avez senti en permanence dans mon intervention sur l'histoire. J'ai fait un jeu de mots en permanence sur l'histoire, comme l'histoire avec sa grande H, grande histoire, et puis d'autre part l'histoire narrée, la narration, ce qu'on raconte. Non, je ne dis pas du tout que Proust est historien, je dis qu'il est historien parce qu'il raconte l'histoire. Oui. Et donc, il n'est pas un historien comme un historien. Oui, non, mais vous avez introduit cette référence à Derrida qui je ne suis pas sûr. Je croirais plutôt à la citation de Taine que je faisais à propos de Victor Cousin, sur ce ridicule de l'archive. Ce qui découvre Esther, c'est dans une tapisserie. C'est autre chose. Là où vous avez raison, c'est l'image, c'est la tapisserie. Et puis, ce qui
livre, vous avez fait cette très belle citation où il y a de la remontée des couches, les surrections. Les résurrections, mais c'est les tremblements de terre. Hein, c'est ça. C'est géologique, hein, bien sûr. C'est géologique. Hein, ça remonte. Et c'est ça, les souvenirs dont nous ne savons pas que nous les avons encore. Les souvenirs oubliés, ils ressurgissent ils ressurgissent par hasard. Là où je vous suis sur cette question de l'archive, d'abord Mal d'archives de Derrida, c'est quelque chose, c'est un livre, le livre Mal d'archives de Derrida est un livre complexe. Moi, ce qui m'intéresse dedans, c'est le rapport de l'archive à la promesse, parce que l'arché, vous voyez, c'est, on croit que c'est ce qui est figé, voilà, c'est indubitable. Là, on a le petit bleu, on a le faux, on a tout ce qu'on veut. Et puis après, qu'est-ce qu'on en fait de l'archive ? Il faut la classer, il faut la répertorier, il faut pouvoir y avoir accès, et ensuite il faut l'interpréter. Et donc, il y a un premier mouvement qui est la constitution de l'archive, et le deuxième qui serait peut-être Jean Santeuil, et le deuxième qui serait l'herméneutique de l'archive, qui serait la recherche. Mais ce qui est vrai, c'est que le mot archiviste chez Proust est un mot très négatif. J'en ai fait la liste en travaillant l'archiviste chez Madame de Villeparisis. Les deux archivistes de la recherche sont vraiment pitoyables. Et puis historiquement... Oui, c'est à la manière de Taine tout à l'heure. Tout à fait. Ils sont anti-Dreyfusard. Alors il y a Sagnette qui est... un souffre-douleur. Qu'on va sauver quand même. Ouais. Il faut sauver Sagnette. Oui, l'archive n'est sauvée que si elle est incarnée. On est entièrement d'accord. Et elle est incarnée dans la langue de Françoise, dans la langue de la duchesse de Guermantes, dans l'architecture de Beaune, dans Venise, dans la tapisserie, dans l'architecture. Elle est incarnée dans la cathédrale, dans l'église. Le mot archive lui-même dans la recherche est un mot qui réfère souvent, vous voyez, c'est Charles-Luc qui est content d'avoir ses archives familiales, etc. C'est pas positif. Et c'est effectivement pour ça que voilà, je vous suis tout à fait sur ce plan. Je pensais à l'expression de coup d'essai. C'est le coup d'essai qui transforme. Je l'ai raté puisque je ne suis pas allé au bout comme d'habitude. Jean Santeuil en recherche, c'est ce coup-là. Merci. Merci à vous.